INA Podcast. Faut-il boycotter la Coupe du Monde de football ? Le Mondial 2026 s'ouvre le 11 juin. Pour cette nouvelle édition, 3 pays hôtes accueillent la compétition. Les États-Unis, le Canada, le Mexique. Une première, c'est la plus grande Coupe du Monde jamais organisée. 48 équipes vont s'affronter. Oui, sauf que l'événement traîne déjà son lot de polémiques. Et cette année, elles sont nombreuses. La Coupe du Monde de la démesure pour certains, prix des places excessivement chères, conscience écologique minimum avec des transits de milliers de kilomètres à faire pour les équipes entre les différents stades, et puis surtout l'ombre de Donald Trump qui plane sur le mondial. Et oui, la Coupe du Monde va s'ouvrir dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, alors que le conflit en Iran n'est toujours pas réglé, que les supporters étrangers ne semblent pas tellement les bienvenus sur le sol américain, que les liens étroits entre Trump et le patron de la FIFA, Gianni Infantino, font planer des soupçons de corruption. Bref, faut-il ou pas regarder le mondial ? Tout ça, on en parle avec vous. Lina Mazis, bonjour. Bonjour. Docteur en droit public de l'université Panthéon-Assas, enseignante-chercheur en droit. Vous êtes spécialiste du droit international, également du droit du sport, chercheur associé au Centre Thucydide, le centre de recherche en relations internationales de l'université. Vous, Lina Mazis, vous allez la regarder, cette Coupe du Monde ? Oui, je vais regarder parce que je serai au Canada, un des 3 pays hôtes. Mais effectivement, la question du boycott, elle se pose. Et on va développer tout ça avec vous. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Les Coupes du Monde de football, force est de constater que ces dernières années, elles font beaucoup parler d'elles et pas toujours en bien. Vous avez oublié ? Attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Pour ça, direction Zurich, en Suisse. Nous sommes le 2 décembre 2010. Ce jour-là, au siège de la FIFA, a lieu la cérémonie d'attribution de la Coupe du Monde 2018. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Après les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, la Russie sera à nouveau le centre du monde en 2018 pour un événement planétaire qui réjouit toute la délégation russe. La FIFA cultive l'art du contre-pied alors que l'Angleterre était grande favorite. Elle a été éliminée dès le premier tour du vote. Le documentaire de la BBC de Andrew Jennings accusant 3 membres de la FIFA de corruption a sans doute pesé lourd dans cette désignation. La Russie, en tout cas, a raflé la mise en profitant d'un lobbying intense des dirigeants économiques et politiques russes comme Vladimir Poutine. En Russie, nous connaissons le football. Nous aimons le football. Et nous avons le potentiel pour mener à bien cette Coupe du Monde. Et ce n'est pas tout. Ce jour-là est aussi attribué le Mondial 2022. And the winner is... Qatar. La très grande surprise de l'après-midi. Le dossier de candidature des Qataris était pourtant le plus mal noté. L'ampleur du chantier et la chaleur accablante, 47 degrés. Le Qatar a les moyens de surmonter ces obstacles. On parle d'un budget de 50 milliards de dollars. Bref, les pays du gaz et du pétrole ont eu tous les honneurs de la FIFA. Des attributions surprises, oui, qui vont vite semer le doute. D'abord, pour l'attribution du mondial au Qatar, archive de 2013. Un vote entaché de corruption selon France Football, qui propose même de réattribuer la compétition. Le billet hebdomadaire s'est procuré un mail interne écrit en mai 2011 par Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA. Ils ont acheté le mondial 2022. Voici l'un de ces éléments troublants. 2 membres du comité exécutif de la FIFA, un Ivoirien et un Camerounais, auraient reçu 1,5 million de dollars chacun pour voter en faveur du Qatar. La Fédération internationale est donc pointée du doigt. L'un de ses anciens membres, licencié en 2003 et cité par France Football, accuse. Il y a une vraie culture de la corruption au sein de la FIFA. Et cette affaire, dite du Qatargate, ne va pas tarder à prendre de l'ampleur et éclabousser la FIFA, mai 2015. Un responsable de la Fédération internationale de football embarqué discrètement par la police. La scène s'est produite ce matin, à l'arrière de cet hôtel de luxe à Zurich. Au total, 7 dirigeants de la FIFA ont été arrêtés.
Selon le New York Times, qui a révélé l'affaire, ces hommes sont soupçonnés d'avoir touché des dessous-tables de plusieurs dizaines de millions d'euros pendant près de 20 ans. La corruption porterait notamment sur l'attribution des Coupes du Monde en Afrique du Sud, en Russie et au Qatar. En pleine tempête, un responsable de la FIFA a expliqué à la presse que la fédération était une victime dans cette affaire et que les prochaines Coupes du Monde n'étaient pas remises en cause. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Que l'on spécule et que l'on se demande si on ne va pas réattribuer les prochaines Coupes du Monde? Les Coupes du Monde en Russie et au Qatar auront lieu, ça c'est un fait. Effectivement, les Coupes du Monde vont bien avoir lieu. Et tant pis pour les soupçons, les procédures judiciaires et les condamnations dans cette affaire. Et ce n'est pas tout. Concernant ces mondiaux, il n'y a pas que ces supposées corruptions qui vont faire grincer des dents. En 2018, déjà, le mondial s'ouvre dans un contexte international tendu. La Russie a annexé la Crimée, territoire ukrainien, en 2014. Vladimir Poutine soutient Bachar el-Assad en Syrie. Les droits de l'homme et des personnes LGBT sont bafoués en Russie. Ça fait réagir. Mais s'il y a un mondial qui va particulièrement faire polémique, c'est celui au Qatar, septembre 2022. Des stades flambant neufs, au milieu du désert, déjà en proie aux polémiques. Droits de l'homme suspectés d'être bafoués, crainte d'un désastre écologique. À moins de 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar, plusieurs personnalités ont décidé de boycotter l'événement. Pour assurer la construction des stades climatisés, des hôtels et des gares de métro, le pays hôte a dû faire appel à des milliers d'ouvriers immigrés. Mais depuis le début des travaux, beaucoup dénoncent leurs conditions de travail, provoquant même ici, en mars, des manifestations pourtant interdites au Qatar. Selon le quotidien britannique The Guardian, près de 6500 hommes auraient perdu la vie sur ces chantiers. Si bien que beaucoup de Français interrogés avant l'ouverture du mondial disent même « je ne regarderai pas ». Mais pour les fans de foot, c'est pas si simple. Automne 2022. La Coupe du Monde de football, selon un sondage, 55% des Français sont mécontents qu'elle se passe au Qatar. Alors pour 42% des personnes interrogées, ce sera écran noir. Mais chez les fans de foot, la plupart regarderont eux les matchs, comme chez ces jeunes joueurs du Paris 11. Je vais certainement regarder, bien sûr, parce que vu que j'aime bien le foot, je regarde la Coupe du Monde. Faut pas oublier tous les morts qui sont morts pour construire les stades et tout. Mais quand même, faut se concentrer sur le terrain et oublier tout ce qui est extra sportif. Côté parents venus encourager les footballeurs en herbe, on estime que c'est un peu tard pour réagir. Cette Coupe du Monde aurait dû être boycottée dès l'attribution en 2010, au moment des bulletins de vote, au début du mandat de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Par rapport aux droits de l'homme, bien sûr, par rapport à l'écologie, par rapport à l'ensemble des personnes qui ont souffert pour l'ensemble de la construction. On se demande quelle est la meilleure façon aussi de faire entendre les voix des gens qui ne cautionnent pas ça. En France, certaines mairies renoncent à mettre en place des fan zones dans leur ville. Pour autant, le mondial est un succès pour le Qatar. Les Bleus arriveront, eux, en finale. Soit. Mais alors que la prochaine Coupe du Monde de foot arrive à grands pas, semble résonner de nouveau ce refrain, celui des critiques, des polémiques. Mais pourquoi donc ? Pourquoi ce nouveau mondial aux États-Unis, Canada, Mexique fait aussi grincer des dents ? Pourquoi la Coupe du Monde fait-elle encore débat ? Quel est le rôle de la FIFA dans tout ça ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Lina Maziz, déjà pour commencer, peut-être une réaction aux archives qu'on vient d'entendre. On a l'impression que c'est devenu presque une habitude, les polémiques avant l'ouverture des Coupes du Monde, ou en tout cas que c'est en train de devenir une forme d'habitude. Alors effectivement, les choix des archives sont intéressants, déjà parce qu'ils reviennent sur 2 années importantes, 2010 et 2015. Et si bien qu'en vous écoutant, je me suis rendu compte que finalement, on parle assez peu du jeu, on parle assez peu du sport. S'il y a 2 mots-clés, c'est celui de la politique, c'est un aspect politique qui prédomine, et un autre, évidemment, 2015, un aspect juridique, sous l'angle de la poursuite. Et là, on voit mal où sont les valeurs d'unité, les valeurs de fair play, le jeu, l'idée du foot comme sport populaire. On est plutôt rattrapé par ces polémiques et cette question de, finalement, est-ce qu'il y a une transparence suffisante ou non ? Et ça gâche l'image et de la FIFA et de la Coupe du Monde.
Alors, zoomons bien sûr sur le mondial 2026 organisé par le trio États-Unis, Canada, Mexique. Déjà, peut-être, est-ce qu'on peut avoir un petit rappel sur l'attribution de ce mondial ? Ça a été décidé quand et dans quel contexte ? Alors, l'attribution du mondial, elle a eu lieu en 2018. Et à ce moment-là, Donald Trump est président des États-Unis. On est au moment de son premier mandat. Et effectivement, il s'agit d'une candidature conjointe avec le Canada et le Mexique. Et on se souvient d'un tweet un peu musclé. On a parlé presque de menace du 26 avril 2018 sur Twitter. Donc, si je traduis, les États-Unis ont préparé une offre forte avec le Canada et le Mexique pour la Coupe du Monde 2026. Il serait dommage que les pays que nous soutenons fassent du lobbying contre l'offre américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir ces pays lorsqu'ils ne nous soutiennent pas, y compris aux Nations Unies ? Et si je peux me permettre un petit mot là-dessus, puisqu'on a parlé justement de l'attribution du mondial de 2018 et de 2022, rappelez que les États-Unis étaient candidats. Ah oui, déjà en 2010, ils étaient candidats, d'accord. Ils étaient candidats, ils avaient un dossier d'ailleurs sur le papier un peu plus solide que le Qatar, et donc ça a créé non seulement une surprise, mais aussi un agacement. Et donc il y avait peut-être un enjeu aussi de ce côté-là, pour ne pas échouer de nouveau. Juste, petite parenthèse, pourquoi est-ce que les États-Unis voulaient absolument que les US organisent la Coupe du Monde ? Alors que on le sait, le foot aux États-Unis, c'est pas le foot qu'on connaît nous, c'est-à-dire le football américain, ça n'a rien à voir avec le soccer. Et sans leur faire offense, je dirais que les États-Unis sont pas forcément les meilleurs du monde en soccer. Pourquoi ? C'est un outil géopolitique, c'est du soft power ? Alors, bien sûr, il y a cette idée de rayonnement, la recherche de la diffusion d'une culture, la diffusion d'un moyen de puissance, de domination par le sport. Le football étant très populaire à l'échelle internationale, il y avait une carte à jouer pour les États-Unis, d'investir ce terrain-là. Et peut-être, puisque vous le mentionnez, la question justement entre football américain et football comme on l'appelle nous, mais soccer là-bas, sur peut-être les milieux représentés. Comme on le sait dans le football américain, par rapport aux prises d'opposition, notamment dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, le fait de poser un genou au sol, la solidarité qui a été témoignée envers des personnes afro-américaines victimes des violences policières, peut-être une espèce de culture du football américain qu'on retrouve moins dans le soccer, sauf peut-être dans le soccer féminin, et on connaît la position de Donald Trump sur le sujet. C'est-à-dire que, pour être bien précis, c'est-à-dire que vous diriez que le soccer, tel qu'on le connaît, est moins politique que le football américain, en tout cas aux États-Unis, et c'est peut-être ça aussi ce qui intéresse Donald Trump, c'est ça ? Peut-être bien. En tout cas, c'est ce que ces déclarations laissent entendre, le fait qu'il reçoive des équipes de soccer, donc, à la Maison-Blanche, et qu'il ait lui-même dit, lors justement, mais on reviendra peut-être là-dessus après, lors de la remise du prix de la FIFA, qu'il fallait peut-être rebaptiser soccer en football, un choix qui est fait de Donald Trump pour montrer sa préférence personnelle en faveur du soccer au détriment du football américain. Alors effectivement, précisons tout de suite, donc on l'a dit, Donald Trump a fait pression à sa manière pour que les US organisent le mondial, enfin en tout cas via un tweet, il en fait beaucoup des tweets, mais c'est une forme de pression, vous l'avez dit. La FIFA, donc la Fédération internationale de football, comment est-ce qu'elle a réagi ? Est-ce qu'elle a été étanche à ces pressions ? Effectivement, en février 2016, on a Gianni Infantino qui devient président de la FIFA. Gianni Infantino est à ce moment-là un ancien secrétaire général de l'UEFA, donc il sait comment ça se passe. Gianni Infantino, il a des liens assez étroits avec Donald Trump. Il a des liens étroits avec Donald Trump. En tout cas, ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien et ça se voit à plusieurs occasions. En décembre 2025, on le ressent assez clairement lors de la remise d'un premier prix de la paix, très controversé. Alors expliquez-nous effectivement, donc c'est-à-dire que la FIFA a créé un prix de la paix et l'a remis à... Donald Trump. Alors on le sait, Donald Trump qui rêve encore, j'imagine, d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il l'a toujours pas obtenu. Néanmoins, il a obtenu ce prix de la paix de la FIFA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Ça date de décembre 2025. Exactement, décembre 2025. Alors, expliquer un petit peu, je vais essayer, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, on a assez peu d'informations et c'est précisément le problème. Plusieurs ONG ont dénoncé les conditions opaques
d'attribution de ce prix, ainsi que les critères, donc des critères inexistants, finalement. Et puis, a priori, un choix arbitraire du président tout seul, qui n'aurait pas visiblement consulté le conseil de la FIFA ou d'autres... Du président Gianni Infantino, c'est ça, ouais. C'est ça, tout à fait, de Gianni Infantino. Et comme vous l'avez dit, c'est parce que Donald Trump espérait avoir un prix Nobel de la paix. Il n'a pas le prix Nobel de la paix. Ça fait un petit peu médaille en chocolat, mais il avait l'air quand même assez satisfait de cette récompense. Donc, en gros, on comprend, c'est quoi ? C'est se mettre Donald Trump dans la poche à 6 mois du mondial organisé aux États-Unis, c'est ça ? À 6 mois du mondial organisé aux États-Unis, mais avec un autre enjeu, puisque Gianni Infantino est invité par Donald Trump lors d'un sommet en Égypte au cours duquel il y a une discussion sur les conditions de cessez-le-feu de la guerre en cours à Gaza. Et puis par la suite, Donald Trump crée son Conseil de la paix, son Board of Peace, censé concurrencer le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont il s'attribue l'essentiel des prérogatives. Et c'est assez intéressant de voir que donc dans ce Conseil de la paix ne siègent pas uniquement des responsables politiques, mais le président de la FIFA. Alors j'aimerais qu'on détaille un peu ensemble les polémiques qui montent ces derniers mois autour de ce mondial, d'essayer de comprendre pourquoi ça fait grincer les dents. Donc déjà, je le disais, alors ça peut sembler être un détail, mais ça l'est pas, je le disais en intro, c'est très cher. C'est très cher et c'est choquant que ce soit aussi cher parce que justement le football, c'est un sport normalement populaire. C'est quand même une aberration qu'un sport qui se veut accessible, inclusif, ouvert à tous, finalement, quand il s'agit de montrer le plus haut niveau et d'associer, de faire profiter le public pour créer une connexion entre les équipes nationales et le public, cette connexion se fasse, plutôt en contrepartie de billets qui ne sont pas accessibles. Ouais, pour donner une idée aux auditeurs, au minimum 229 € pour une place en match de poule, c'était 63 € pour la Coupe du Monde au Qatar, 89 € pour la Coupe du Monde en Russie, pour distinguer en comparatif. Ça monte à plus de 3 000 € pour une place en finale, près de 9 000 € pour les meilleures places. Qui fixe les prix ? C'est la FIFA ? La FIFA, évidemment, ne communique pas exactement les mêmes prix sur son site internet que ceux que vous venez d'indiquer, pour une raison très simple, et c'est la réponse de la FIFA face à toutes les critiques autour des sommes très importantes de ces billets, du coût de ces billets, c'est la revente de billets. Et notamment la législation en vigueur qui ne s'oppose pas à la revente de billets et qui ne fixe pas forcément de plafond quant au montant que vont atteindre les billets une fois qu'ils seront revendus. Et j'aimerais quand même rebondir sur le montant que vous avez donné de à peu près 220-250 € le billet pour les moins chers de la phase de groupe. Ça concerne seulement 25% des billets des phases de groupe. Et si c'est que 25% qui sont aux alentours de 250 €, on se demande bien qui va pouvoir y aller. Il y a les prix délirants, il y a aussi l'écologie, je le disais en introduction, 48 équipes qui se déplacent en avion de stade en stade, parcourant des milliers et des milliers de kilomètres. Vous dites, je crois, ce point sur l'écologie, c'est pas anecdotique, attention. Oui, tout à fait. Ça pose des questions du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, de la hausse des températures liées justement à ces émissions de gaz à effet de serre et de la responsabilité climatique. La candidature conjointe présente des atouts, des avantages, justement, du point de vue de la répartition de la charge. Mais d'un autre côté, ça veut dire pour les pays qui participent, pour les supporters, pour les différentes équipes engagées, des trajets très longs d'un stade à l'autre qui vont se faire en avion. Et donc, de ce point de vue, on voit bien qu'il n'y a pas on ne revoit pas sa copie sur le plan des émissions et du transport aérien. Et un autre problème, vous le mentionnez, c'est celui de l'augmentation du nombre d'équipes qualifiées. Donc, d'un côté, ça permet d'inclure plus d'équipes, et donc on pourrait y voir une fête du football plus grande. Ça associe, ça élargit, donc on retrouve là le fameux critère de l'inclusivité, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire plus de pollution, plus d'émissions, et c'est à rebours des engagements internationaux qu'on constate lorsqu'on s'intéresse au sujet sport et environnement. C'est pas anecdotique, on comprend dans votre réponse. Et puis il y a, on y arrive,
le contexte géopolitique extrêmement tendu et l'ombre toujours de Donald Trump. Ce mondial va donc s'ouvrir dans un contexte de guerre en Iran, guerre déclenchée, on le rappelle, par les États-Unis et Israël. Qu'est-ce qui coince, qu'on comprenne bien? Qu'un événement sportif censé être, vous le disiez, vecteur de paix, d'apaisement, de fraternité, soit organisé par un État belliqueux, par un État agressif. C'est ça le sujet? Oui, bien sûr, c'est un problème parce que déjà, si on regarde le slogan de la FIFA, c'est « Le football unit le monde et uni pour la paix ». D'ailleurs, au moment de la remise du fameux prix de la paix de la FIFA à Donald Trump, Gianni Infantino, il revient là-dessus, sur cette mission pacificatrice, déjà du sport en général, mais plus particulièrement du football. Et quand on constate qu'un des 3 pays hôtes est celui qui est en ce moment engagé dans des hostilités. Alors, il y a certes un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu fragile, des négociations en cours. Comment est-ce qu'une manifestation censée unir le monde peut se dérouler alors que le pays qui accueille l'événement est lui-même engagé dans un conflit international? Et le comble, c'est que l'équipe d'Iran, d'ailleurs, est qualifiée pour ce mondial. Elle va participer à la compétition, mais la sélection iranienne ne séjournera pas aux États-Unis pendant cette compétition, mais au Mexique. D'ailleurs, certains membres de cette sélection ont beaucoup, et encore, je crois, des difficultés à obtenir leur visa. Et ce ne sont pas les seuls à avoir des difficultés pour obtenir un visa. Encore une polémique concernant cette compétition, la difficulté pour certains supporters de pouvoir se rendre aux US pour soutenir leur équipe. Jusqu'à il y a peu, certaines nationalités, notamment des Algériens, les Tunisiens, Sénégalais, devaient, pour obtenir leur visa, payer une caution comprise entre 5 000 et 15 000 $, somme qui leur était remboursée à leur retour dans leur pays. Alors face au tollé, l'administration Trump a fait machine arrière. Une illustration de la politique migratoire américaine qui est, on le sait, extrêmement sévère. Et d'ailleurs, je crois que certains supporters s'inquiètent aussi de la police de l'immigration, Lina Maziz, la fameuse ICE, pendant la compétition. Oui, alors il y a 2 aspects, il y a 2 questions. Effectivement, d'abord, à l'été 2025, le département d'État américain a mis en place un programme de restriction des entrées sur le territoire qui cible 50 pays. Parmi ces 50 pays figurent évidemment certains pays qui se sont qualifiés pour le mondial. Vous les avez cités. Il y a l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie. En ce qui concerne aussi Haïti et l'Iran, on a des inquiétudes aussi bien concernant les supporters que concernant les joueurs et leur staff. Et de ce point de vue, la FIFA joue un rôle intéressant parce que les sélections nationales s'adressent à la FIFA demandant des garanties, demandant aussi de faire pression, d'obtenir ces garanties auprès des pays hôtes pour s'assurer de la possibilité d'accéder au territoire. Et c'est d'ailleurs comme ça que la caution que vous avez évoquée, effectivement une caution allant de 5 000 à 15 000 $ pour obtenir un visa dit soit d'affaires ou de tourisme, a été écartée. Ça ne sera pas en vigueur. Et puis l'autre aspect que vous avez mentionné, celui de cette police de l'immigration, qui là aussi est très controversée. On a des personnes qui sont expulsées tous les jours. Et donc il y a non seulement la question de l'expulsion forcée, il y en a une autre, c'est celle de la détention et des conditions de détention. C'est-à-dire que dès lors que l'ICE va considérer, ou des autorités locales, considèrent que la personne est en situation irrégulière, il y a la possibilité aussi de les détenir dans des centres dans lesquels les protections, les garanties les plus fondamentales qui devraient être accordées aux personnes humaines ne sont pas respectées. Tout à fait. Merci. Oui, donc effectivement, inquiétude de la part, on le comprend, de certains supporters peut-être. Face à toutes ces polémiques, Lina Maziz, faut-il boycotter la compétition? Alors j'attends pas forcément une réponse tranchée, chacun bien sûr fera son avis sur la question. On est là pour poser tous les éléments sur la table. Voilà, on l'a vu que c'est un débat qui revient d'année en année, de Coupe du Monde en Coupe du Monde. Alors évidemment, il y a des raisons pour et il y a des raisons contre. Dans les raisons pour le boycott, je pense qu'il y a quand même 3 mots forts, 3 idées très fortes. Premièrement, la question de la crédibilité de la candidature, crédibilité du pays hôte. Deuxièmement, la question de la légitimité de l'appareil politique en place. Et troisièmement, la question de la compatibilité avec des valeurs, là en l'occurrence la compatibilité de l'événement. Donc premièrement, comme je vous disais, la crédibilité de la candidature ou la crédibilité du pays hôte. Est-ce que ce sont des nations sportives ?
Est-ce que la Russie, le Qatar, les États-Unis, le Mexique, le Canada, ce sont des nations sportives pour lesquelles il est cohérent que des manifestations de cette envergure se déroulent sur place? Bon, je crois que pour les États-Unis, de ce point de vue, c'est quand même moins problématique. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on peut se poser la question de l'intérêt, des raisons qui motivent Donald Trump à porter un intérêt au football. Et là, on pense à la notion de sport washing. Deuxième critère, donc la question de la légitimité, comme je disais, de l'appareil politique. Est-ce que ce sont des pays démocratiques ? Est-ce que ce sont des pays peut-être démocratiques, mais dans lesquels, on peut dire qu'il y a un régime illibéral? Et dans ce cas-là, ça pose la question que vous avez évoquée plus tôt, du respect des droits humains. Donc, quelque part, boycotter montre un rejet de ce modèle dans l'exercice du pouvoir. Et puis le troisième, la compatibilité à des valeurs. Là, c'est des préoccupations qui sont liées à l'événement même. Est-ce que, par rapport à l'événement, est-ce qu'il y a une éthique vis-à-vis des athlètes qui concourent, donc les footballeurs, vont-ils être bien reçus? Est-ce que l'événement va être à la hauteur de leur engagement, de leur implication, de leur préparation, mais aussi une éthique vis-à-vis des supporters? Et c'est là qu'on peut retrouver plusieurs questions, celle de la qualité des infrastructures ou de l'éthique dans la construction des infrastructures, les questions environnementales qu'on a déjà mentionnées plus tôt, mais aussi, bien évidemment, le racisme, de l'homophobie, et puis plus largement la violence dans les stades et le hooliganisme. Et contre le boycott, ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant, c'est la question des joueurs. On a des personnes qui n'ont pas leur part de responsabilité dans les décisions politiques. Et quelque part, eux, ils jouent, ils ont une éthique, ils ont des valeurs, ils jouent pour porter haut leurs couleurs, leurs sentiments, bien sûr, d'amour de la nation. On est là face à une compétition internationale où les joueurs représentent leur pays. Donc, il y a la volonté de porter les couleurs, de faire honneur au pays. Et donc, de ce point de vue, ce serait les punir, eux, aussi, que de boycotter ces événements, alors qu'ils ne sont pas responsables des choix qui sont faits. Quand on dit boycott, c'est quoi aujourd'hui, qu'on soit clair, les leviers de boycott possibles? Alors, pour le citoyen, c'est assez simple, on l'entendait, c'est grosso modo couper son téléviseur, ne pas regarder les matchs. Au niveau des États, c'est quoi? C'est ne pas participer à la compétition? Alors, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, l'une et la plus évidente, c'est celle de ne pas participer à la compétition. Et concernant le mondial de 2026, on a entendu ça, notamment lors des déclarations de Donald Trump concernant le Groenland. Il y a plusieurs responsables politiques européens qui ont invité à boycotter le mondial de 2026. Mais il y a plusieurs autres possibilités. Comme je parlais à l'instant des joueurs qui sont les premiers concernés, par exemple, le fait de manifester, d'exprimer leur position par le fait de porter des signes ou des marques distinctives sur le terrain avant le début du jeu. Genre le bandeau anti-homophobie. Tout à fait. Sur le terrain, on se souvient que le Qatar était pas pour ça, et certains joueurs ont bravé l'interdiction de porter ce bandeau-là. Alors effectivement, il y a le brassard du capitaine, One Love, en soutien à la communauté LGBT pour montrer que... Un soutien à cette communauté, exactement. D'accord. Mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, avant la Coupe du Monde au Qatar, on a eu l'équipe de Norvège qui était entrée sur un terrain avec un t-shirt qui manifestait le soutien aux ouvriers, qui dénonçait les conditions de travail sur les chantiers de construction des stades pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc ce serait une manière, même en jouant, même en disputant la rencontre, d'exprimer une idée. Et puis, une autre possibilité, et que je trouve assez intéressante, et là qui peut concerner aussi bien les footballeurs que les fans, les supporters, c'est celle de cibler les entreprises qui sponsorisent l'événement ou les entreprises qui sont partenaires de la FIFA, par exemple Coca-Cola, Adidas, Qatar Airways, entre autres, puisque évidemment, le football c'est un business. Quand vous évoquiez plutôt l'idée qu'il y a une lassitude, une habitude face à ces Coupes du Monde qui sont polémiques. Mais ça dépasse la seule question de la Coupe du Monde polémique ou non. C'est est-ce que finalement, le sport business, le football business, cette économie du sport n'a pas nui, n'a pas elle-même tué le sport ?
Pourquoi cette Coupe du Monde 2026 fait-elle déjà polémique ? Faut-il la bouder, la boycotter ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Lina Mazis, docteur en droit public de l'université Panthéon-Assas, enseignante-chercheur spécialiste en droit international et droit du sport. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.